Quand t'es en haut, tu penses que t'es intouchable, alors qu'au final, c'est là où tout le monde veut t'attaquer et c'est là où tu vas tomber. Il y a beaucoup de gens qui disent ma réussite dépend d'un tel ou d'un tel. Il y a personne qui a changé ma vie. Faut suivre son instinct, faut se faire confiance et y aller avec sincérité. Dans la limite du respect et du raisonnable. Et de la légalité. Ça n'a pas toujours été le cas, t'as déjà eu des... Je vais être très cash les amis. On s'y sent bien ici, hein. Sympa. Ce qui est important, c'est combien de fois vous allez remonter après de tomber. C'est tout ce qui compte. Humoriste, acteur, producteur, entrepreneur. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver un guest particulièrement important. Kev Adams, comment tu vas ? Salut les amis, merci de me recevoir. Merci d'être venu. Merci de ne pas avoir porté le plus important. Mais tu vois, il commence direct. Sache que t'es le seul à ne pas avoir porté. Il commence par un truc négatif, c'est fou quand même. Tu vois, alors que moi je prône le positif. C'est important de le Tu as dire. fait l'effort de venir dans le style de Taylor. Je suis venu déguisé en Taylor. Avec les lunettes et tout, là tu les as retirées, mais... Bien sûr. En tout cas, ça va bien. Non, mais je rigole. Merci d'être venu. Je sais que t'es pas mal occupé tout le temps, mais surtout dernièrement. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est cool. Bah écoute, très content d'être avec vous pour une discussion. Let's go. Vous êtes rencontrés comment d'ailleurs, vous les gars ? C'était il y a quelques années C'était au travers de tu vois, des gens du monde de la nuit. En fait, j'ai connu Kev. La première fois que je l'ai vu, c'était quand je m'occupais d'un club qui s'appelait le Palais M. Exactement. J'avais genre 20 ans ou 21 ans. Ouais. Ou 22 ans. C'était il y a 30 ans en fait. Ouais. Porte-maillot, non ? Ouais. Vers porte-maillot. Ouais. Et je l'ai connu, mais pareil, on était hyper jeunes, parce qu'on n'a pas beaucoup d'écart au final. Ouais. T'as quel âge là maintenant ? 32. Ouais, j'ai 37. Ouais, 5 ans. Ouais, j'avais genre 20, je crois que t'avais 18-19 ans, je crois, même pas. Et je l'ai connu là-bas. Et je l'ai connu je m'occupais d'un établissement et on s'est connu là-bas. Donc ouais, ça fait plus de 15 piges. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça nous rajeunit pas, je vais te dire. Vous êtes toujours restés en contact Ouais, de près, de loin, chaque fois qu'on se croise, toujours avec beaucoup de plaisir. Ouais. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un de fascinant, Taylor. Pourquoi ? Parce qu'on sait pas vraiment, tu vois, quand t'es extérieur à sa vie, quand tu prends pas le temps de discuter avec lui, tu comprends pas bien ce qu'il fait comme business. Tu sais, ça fait très ce genre d'entrepreneur que tu vois sur les réseaux sociaux, tu vois, qui est en mode... moi, aujourd'hui, pour gérer mes 200 millions de dollars, et tu sais, t'as envie de dire, mais frérot, mais comment t'as fait 200 millions de dollars déjà, quoi, tu vois ? Donc, j'ai toujours trouvé ce genre de personnage assez intéressant, tu vois, et moi, j'aime bien discuter pour comprendre... c'est comme ça que j'ai compris. Moi, je pense que je suis un des rares mecs qui lui pose 1 milliard de questions. Ouais, c'est sur vrai. les restos, sur la gestion immobilière, sur plein de choses. Parce que je trouve que la réussite, c'est merveilleux, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est comment on y arrive. Tu vois, réussir dans la vie, ça a plusieurs sens. Tu vois, tu peux réussir ta vie familiale, tu peux réussir ta vie professionnelle, tu peux réussir ta vie dans les hobbies, dans l'amusement. Tu vois ce que je veux dire ? Chacun réussit sa vie à sa manière. Et le résultat, finalement, est moins intéressant que le chemin. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours le chemin. Et Taylor, c'est quelqu'un qui communique beaucoup sur la réussite, tu vois, sur vous pouvez aussi réussir, sur je suis pas tout seul, on peut le faire ensemble, tu vois, et allons-y. Mais finalement, qui donne peu de clés de l'intérieur de comment lui, il gère son business aujourd'hui. Et donc, ça m'intéresse dans les discussions toujours de poser des questions et de comprendre, tu vois. Il y avait quoi, Je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Il y avait quoi, par exemple, comme interaction ? Tu t'es dit, c'était un bon conseil, c'était une bonne clé, un bon insight pour toi, pour la partie business ? Bah, il y en a plein, je pourrais pas t'en citer une comme ça, mais je pense que tu vois, typiquement le côt franchise. Ouais, ça, comme on avait parlé chez toi. C'est un truc qui me fascine beaucoup. Je me suis toujours demandé comment on ouvre des franchises de restaurants, comment ça fonctionne de l'intérieur. Tu vois, à quel point c'est compliqué. Et c'était intéressant comme discussion et j'ai beaucoup mieux compris le business model quand il m'en a parlé. Et toi, Taylor, c'est quoi le truc que t'as appris le plus avec Eve ? Bah, c'est vrai que c'est. Moi, on s'est connus depuis toujours, donc en tout cas, depuis que même moi j'ai commencé, tu vois, quand j'ai commencé dans la nuit. Ou même quand je le voyais effectivement à l'époque, c'est vrai que ça a été une ascension assez fulgurante, tu vois. Aujourd'hui, personne n'y croyait en vrai. Et quand tu vois ce qu'il a fait 15 ans plus tard, c'est clairement des acteurs les plus bankable en France. Et puis sans compter la partie effectivement entrepreneur, parce que il communique pas non plus dessus, mais pas forcément dessus, mais c'est vrai qu'il est multicasquette. Mais non, je suis toujours impressionné. Et c'est vrai que c'est un truc assez similaire avec les gens qui réussissent. C'est personne n'y croit au début, et puis à la fin, aujourd'hui, ce que j'ai au début, tout le monde te critique, à la fin tout le monde te félicite.
Et c'est un petit peu non, ça m'impressionne, que ce soit Kev ou même d'autres potes. C'est un truc qui est assez similaire. C'est voir en fait ce qu'ils ont fait ces 5, 10, 15 années. C'est assez Dans le incroyable. temps aussi, c'est. Ouais. Je voulais avoir la Et ce qui est- longévité, c'est ça bien qui est sûr. important. Ce qui est Parce que fou, réussir, ça peut être. c'est ça. Ce qui quelque chose, est fou, c'est de tenir. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Et c'est pas évident. Puis c'est vrai que même avec différents invités qu'on a pu voir, ce qui est compliqué, c'est pas de faire c'est pas de faire un gros carton, c'est d'en faire 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Et c'est vrai qu'il a sans cesse réussi dans ce domaine-là. Donc non, c'est un truc que je respecte et que je regarde énormément. Je regarde toujours comment les gens font pour tenir autant. Parce qu'il y a tellement de concurrence dans n'importe quel milieu, n'importe quel secteur. Hein. Tu peux vendre des tapis, ou tu peux être acteur ou être entrepreneur. À la fin, tu as tellement de concurrence, tu vois. Et puis surtout quand tu arrives à un stade où tu as une certaine zone de confort et tu gagnes plus ou moins ta vie, c'est là où en général tu lèves un peu le pied. Ouais. Et c'est là où tu vois la différence des gens qui vraiment gardent le pied sur l'accélérateur et qui après arrivent à tenir. Mais c'est ce qui est le plus compliqué, parce que quand tu es en haut, tu penses que tu es intouchable, alors qu'au final, c'est là où tout le monde veut t'attaquer et c'est là où tu vas tomber. Hein. Je voyais un truc récemment qui parlait de ça, qui disait le goal, par exemple, c'est pas de se marier, mais c'est de rester après marié avec la personne. Ouais, bien sûr. Le goal, c'est pas d'être in shape, mais c'est de réussir à rester in shape. Et c'est la même chose avec le succès un petit peu. Ah bah c'est encore plus le cas avec le succès. Et toi, comment t'as appréhendé un petit peu ça? Comment t'as géré justement cette carrière pour ça? Bah sans se poser trop de questions justement. Tu vois, je pense que c'est un truc qu'il faut vivre à l'instinct, faut suivre son instinct, faut se faire confiance et y aller avec sincérité. Moi j'ai toujours fait les trucs avec sincérité, jamais triché, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des axes de business, tu comprends? Mais l'artistique, l'art par essence, c'est pas un axe de business, c'est un truc instinctif. Quand j'ai commencé, j'étais le jeune, l'humoriste des ados, l'acteur des ados. Il y a des gens qui me disaient c'est intelligent, c'est smart d'avoir pris cet angle parce que ça n'existe pas. Et moi je leur répondais mais les amis, moi je le fais parce que j'ai 20 piges et que c'est tout ce que je connais. Bien sûr. Et donc je parle de ce que je connais. Ah non mais l'angle il est intelligent. J'étais en mode mais moi il n'y a pas d'angle, c'est ma vie. Donc je vous parle de ma vie avec sincérité. Après j'ai fait mon deuxième spectacle, je parlais du divorce des parents. C'est devenu quelque chose de ça a pris très très fort parce qu'il y avait besoin de parler de ce truc là à ce moment là. Tout le monde m'a dit putain hyper smart, l'angle du divorce, putain bien joué, ça ouvre sur la famille. J'étais en mode mais mes parents viennent de divorcer. Ouais. Je parle de ce que je vis, de ce que je connais, tu vois, c'est instinctif, ça vient des tripes, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui rebelote, les gens ils me disent putain c'est bien pour faire le turnover, tu vois pour passer ce step, tu parles des maisons de retraite, tu fais des films qui parlent des maisons de retraite, comme ça tu tournes avec des grands acteurs. Je suis en mode mais ça n'a rien à voir, je suis très proche de mes grands-parents, c'est des discussions que j'ai eues avec mes grands-parents qui sont aujourd'hui je pense extrêmement concernés par les sujets qu'on traite dans le film et qui m'ont dit c'est pas normal, tu vois, ce fossé générationnel qui est entre les plus jeunes et nous. On sent qu'on s'éloigne de la jeunesse de plus en plus avec tes cousins, avec nos arrière-petits-enfants. Et donc, je me suis dit, on a un vrai sujet et surtout, on a un sujet, encore une fois, instinctif qui vient des tripes. J'ai envie de parler de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent. Et c'est fou comme les gens ont toujours besoin d'interpréter ça en mode business. Putain, bien joué, parce qu'il fallait prendre cet angle-là. Ah ouais, t'as été smart là-dessus, c'est vrai qu'il fallait faire ça. Donc, tout a été Quand t'as fait le spectacle avec Gad, bien joué, t'as été chercher un autre public. Mais Gad, c'était mon rêve de gosse. Le mec, il est venu me voir un jour, il m'a dit tu veux faire un spectacle avec moi? J'ai dit bah évidemment. Non, mais tu peux pas bien, ça, c'est sûr. Donc Mais parfois des choses peuvent être vues comme des moves entre guillemets de carrière, mais en réalité c'est la plupart du temps c'est instinctif, ça vient des tripes, ça vient du cœur. Et je pense qu'il faut respecter ça, il faut suivre son instinct à fond. Et évidemment, il y a une clé, c'est jamais arrêter de bosser. Je rejoins évidemment ce que Taylor a dit. Il y a un truc qui est très dangereux avec le succès, c'est que quand tu commences à en avoir un petit peu, t'as tendance à te dire j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de lay back, comme disent les Américains, tu vois, prendre le temps. Et là, pour le coup, là-dessus, c'est un truc que moi, j'ai jamais fait. Je fonce tête baissée depuis longtemps. Parfois, je me trompe. Parfois, j'ai raison. C'est le principe de tout dans la vie, hein, tu vois. On n'a pas toujours raison. Mais ce qui est sûr, c'est que succès, pas succès, j'y vais, quoi. Tu vois, je sais que là, par exemple, j'ai un film qui sort mercredi. Bon, au moment où ce sera diffusé, c'est déjà sorti depuis quelques semaines, mais je suis déjà en train de bosser sur les 2 d'après. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que jamais je me dis non mais là si celui-là il fait un succès je vais en profiter un petit peu. C'est pas l'heure, c'est pas l'âge de profiter des succès pour moi. C'est l'âge de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire après. Est-ce continuer à jouer le jeu et à le pousser le plus loin possible? Ouais, et puis parce que c'est même pas un truc de jouer le jeu ou pousser le truc le plus loin possible, c'est un truc de faire ce que j'aime. Et moi ce que j'aime profondément c'est créer. Alors après vendre etc, je trouve ça génial, la promotion des films, discuter avec vous de comment on fait les choses et tout ça, je trouve ça hyper cool. Mais ma vraie passion, c'est de créer, c'est d'inventer des histoires. Moi, je suis un raconteur d'histoires, rien de plus. Parfois, je raconte des histoires sur scène en faisant des blagues. Parfois, je les raconte au cinéma avec d'autres acteurs incroyables. Mais je raconte juste des histoires. Donc moi, ce qui m'angoisse, c'est quelle est l'histoire d'après? Quelle histoire je vais te raconter après? Et là, c'est là que c'est intéressant.
Ce truc-là, toi aussi, Taylor, tu vas toujours pousser. Oui, parce qu'en fait, pour moi, en fait, c'est s'autosuffire. Tu vois, si tu te contentes de ce que tu as et que à chaque fois on me dit est-ce que tu es heureux, pourquoi t'arrêtes pas, etc., etc. Et en fait, pour moi, c'est donner une certaine limite et intérieurement, je suis content de ce que je fais. Tu vois, quand j'arrive à mes fins sur tel ou tel business, mais à la fin, je pense toujours au coup d'après. Je pense toujours à comment je peux scaler, qu'est-ce que je peux faire, parce que pour moi, c'est s'autosuffire. Et pour moi, alors c'est pas mal, mais en tout cas, pour ma personne à moi, si je m'autosuffis, c'est le début de la fin, entre guillemets. Donc j'ai sans cesse besoin de me challenger et de pas. Je peux fêter un moment, mais il faut vite que je retourne au charbon le jour d'après parce que voilà, il y a tellement de gens derrière, il y a tellement de gens qui veulent ta place. Et voilà, donc moi je suis toujours dans cette mécanique. Peut-être qu'un jour j'en aurai marre et je me dirai bon, vas-y, c'est bon, j'arrête, je vends tout et je prends un peu de temps, tu vois. Mais aujourd'hui, déjà, je prends pas mon boulot comme un boulot, dans le sens où toutes mes activités que j'ai, quand on me dit oui, tu pars pas en vacances, etc. Enfin, pour moi, j'ai pas l'impression d'aller. Je vais travailler parce que tu as des responsabilités, etc. Mais j'ai pas l'impression tu vois, que ce soit une corvée pour moi. Donc, tant que j'ai cette envie, et c'est pour ça que tu vois, j'essaie toujours de monter des affaires, les scaler, les développer, mettre des équipes en place, passer à une autre affaire. Parce que j'ai besoin, tu vois, d'adrénaline, j'ai besoin de challenge. Mais si je faisais toujours la même chose, peut-être j'aurais pas cet engouement. Parce que voilà, moi, ça fait depuis 16-17 ans que je travaille. Donc j'ai besoin sans cesse de me renouveler et de lancer de nouvelles opportunités. Quand tu parlais justement de te lancer dans des nouvelles aussi. Tu as remarqué qu'on est quand même sur le plus grand concours de veste en cuir de France. Ouais, vraiment. Ouais. Et alors que c'est un concours de veste en cuir. C'est... On dirait vraiment le podcast il pourrait être barré par salut Kevin, salut Taylor. Alors vous êtes tous les deux de Tourcoing et vous êtes spécialisés dans la veste en cuir. Et nous on serait là, ouais, effectivement. C'est vrai. D'ailleurs je vais l'enlever moi. Ouais. Tu passes à la chemise. Dans de la marque importante. Il est derrière. Dans 5 minutes, tu passes au t-shirt important. Il est en train de basculer. Non, je suis bien comme ça. Ok. Et du coup, en parlant justement de continuellement créer, tu as aussi créé des nouvelles activités. J'ai vu que tu t'es lancé aussi maintenant depuis pas mal d'années dans la production. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de c'est quoi tes différentes activités au total? Il y a effectivement une boîte qui s'appelle My Family, dans laquelle je suis associé avec Elisa, qui est la personne qui m'a repéré quand j'avais 17 ans. Et on produit des films et des séries. Donc on est à peu près à une douzaine de productions. La boîte existe depuis 2015. On a produit des films avec moi, bien sûr, mais aussi des films sans moi. Des séries aussi. 2 séries, une pour TVA, une pour TF1. On a fait une douzaine de longs métrages à l'heure actuelle, dont des films comme Belle Fille avec Alexandra Lamy et Miu Miu. On a coproduit le film avec Nekfeu et Catherine Deneuve. Okay. Et on produit évidemment les productions dans lesquelles je joue. Enfin, en tout cas, certaines, pas toutes, mais certaines des productions dans lesquelles je joue. Comme la suite d'Aladin, comme Love Addict, comme Ami Public, ou plus récemment Maison de Rose. Je savais pas que tu coproduisais là-dedans. Ouais. C'est lourd. Et à part ça, j'ai une boîte qui fait du spectacle, qui s'appelle Adam's Family, qui produit mes spectacles, mais qui produit aussi les spectacles d'un jeune humoriste qui s'appelle Ilyes Jadel. Qui est en train d'exploser. Qui est en train d'exploser. Qui est en train de marcher très très fort, ouais. Et qui est ouverte évidemment à produire encore d'autres humoristes et qui fait aussi de la production télévisuelle, donc tout ce qui est émission de télé, émission de flux, tout ça on fait avec Adam's Family. Donc je suis associé dans ces 2 boîtes-là. Et comment t'es passé juste sur ça, de la cascade vraiment de acteur, on va dire, à producteur directement? Bah ça rejoint ce que je te disais juste avant, parce que quand t'as les histoires, quand t'aimes raconter des histoires, t'as envie d'être à l'origine des projets pour raconter tes propres histoires, sinon t'es entre guillemets en attente du marché, en attente des histoires qu'on va bien vouloir te proposer, et c'est toujours plus compliqué. Donc moi j'aime bien initier les projets, depuis toujours d'ailleurs. Déjà à l'époque, la série Soda, j'en étais un des auteurs et un des initiateurs, donc je pense qu'il faut toujours être à l'origine de ces projets. En tout cas, si tu as envie de faire ce que tu as envie de faire, c'est toujours mieux de dire on le lance chez nous et puis on le développe chez nous. En plus, c'est une suite logique quand t'es acteur, tu veux. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne font pas de prod pour le coup, mais... Ouais, mais bon, moi je trouve que c'est une suite logique. Comme tu dis, en fait, tu peux faire un petit peu ce que tu veux après, parce que si tu attends à chaque fois des studios, des trucs, des machins, c'est toujours un peu complexe. Oui, après, parfois j'ai des offres hyper surprenantes qui arrivent de l'extérieur et je suis hyper heureux, mais j'adore développer mes propres trucs et ne pas attendre qu'on me propose les rôles que je rêve de jouer, mais les développer. Bah oui, tu m'étonnes. Donc voilà, et puis ensuite, je suis associé dans une marque d'eau qui s'appelle Drinkwater. Okay. Ah, t'as encore ça? Ouais. Ok, super. Pourquoi t'as choisi ça en particulier? Parce que c'est une marque qui est à fond axée sur l'écologie. C'est des bouteilles en aluminium, ultra recyclables. L'idée, c'est quand même des gourdes réutilisables
Donc pour éviter, tu vois, d'avoir une tonne de bouteilles d'eau, même si les gens rachètent des bouteilles d'eau, l'aluminium, ça a été prouvé, est recyclable à l'infini, contrairement au plastique ou au verre, qui est vraiment compliqué. Donc l'idée, c'est encore une fois d'offrir de l'eau, c'est de l'eau minérale, c'est de l'eau gazeuse, c'est aussi des eaux fonctionnelles qui sont pour le coup vraiment cool. Mais l'idée, c'est surtout une solution pour l'avenir. Enfin, je me suis dit, c'est important qu'on réfléchisse, surtout notre génération à nous, à comment on consommera des produits de grande surface dans 40, 50 ans. Et je pense que c'est une eau qui a de l'avenir parce qu'on a besoin de bouteilles. En plus, c'est des bouteilles un peu luxe. On est distribué aujourd'hui au Crillon, on est l'eau du Crillon, on est l'eau du Meurice. On vient de rentrer dans toutes les boutiques Cédric Grolet avec beaucoup de fierté. Donc voilà, beaucoup d'hôtels partout dans le monde commandent nos bouteilles parce qu'il y a cette solution écologique, parce qu'on est soutenu par des associations qui nettoient et défendent les océans. Et je crois que c'est plus nécessaire que jamais quand on voit aujourd'hui l'état de la planète et particulièrement de nos océans juste à cause des bouteilles en plastique ou des bouteilles en verre qu'on consomme à cause de l'eau minérale ou de l'eau gazeuse. C'est délirant. Je parle même pas des sodas. Donc il faut aujourd'hui tenter de changer les choses et c'est ce qu'on essaie de faire avec Drinkwater. On a écoulé déjà plus de 2 millions de bouteilles, donc c'est vraiment très très cool. Avec, je te dis, des partenariats hyper prestigieux. Et comment tu gères ça du coup? Parce que autant la production, ça se rapproche de ce que tu pouvais faire, c'était dans un milieu, on va dire, qui était similaire quand même. Mais là, pour le coup, cette marque-là, c'était quelque chose qui est complètement différent de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Bah, c'est du développement. Moi, je bosse à l'image justement avec les cofondateurs. On est 3 en tout dans cette boîte et on bosse l'image. Moi, je les aide à bosser l'image, la communication évidemment, des contacts aussi avec certaines personnes pour être placés dans les bons endroits. Et puis, on réfléchit aussi à l'image de la marque, comment on va la faire grossir, où est-ce qu'on va la développer, de quelle manière. J'ai fait pas mal de sorties en mer avec des associations pour justement me rendre compte de l'état de nos océans, pour montrer aussi à ces associations qu'on n'est pas juste là pour faire du business, mais qu'on s'engage réellement, pleinement à leur côté. Donc, écoute, ça se développe sous plein d'aspects en réalité, mais c'est hyper intéressant pour moi. J'aime beaucoup ça. Okay. Et puis, j'ai également une marque de Comedy Club qui s'appelle le Fridge. Il y en a un à Paris qui cartonne. Ouais, j'étais, c'était incroyable. Hein? C'était incroyable quand j'y étais. Ah, tant mieux, c'est cool. Ah, c'était top. C'est une vraie expérience à l'américaine pour le coup. C'est très inspiré du Comedy Cellar de New York ou du Love Factory de Los Angeles. C'est des endroits qui existent depuis des années aux États-Unis. C'est une sortie comme le bowling ou le cinéma. Les Américains sont très habitués à ce genre de sortie. Et c'est en plein essor en France. Ça existe depuis peu de temps en réalité. Je parle du vrai modèle de Comedy Club, puisque le Jamel Comedy Club existe depuis des années. Bien sûr. Et ils ont été quand même les pionniers, c'est important de le rappeler. Mais le Jamel Comedy Club, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est éloigné de ce schéma, ce format Comedy Club. Le format Comedy Club, c'est très simple. Tu arrives à n'importe quelle heure dans le lieu de la soirée et il y a une séance de Comedy Club avec des humoristes que tu ne connais pas par essence. Parfois, tu as un drop d'un humoriste super connu et c'est la surprise pour tout le monde et tout le monde est content. Mais ça arrive une fois de temps en temps. Et le reste du temps, c'est des talents que tu vas découvrir. Et moi, j'adorais ça quand j'allais aux États-Unis. J'adorais aller soit à Burbank au Flappers Comedy Club ou à Los Angeles au Love Factory ou au Comedy Store. T'arrives, tu prends un billet, tu t'assois, tu vois 4, 5 gars, 2 filles, 3 gars, 3 filles, 2 gars, et tu découvres leur humour et tu te dis mais c'est génial, et tu bouffes et tu bois et c'est une sortie avec des potes et tu te marres. Et je trouve que c'est une sortie, en y allant là-bas, je me suis dit mais on n'a pas cette offre en France et surtout c'est une sortie qui ressemble à aucune autre. C'est pas comme un ciné, c'est pas comme un bowling, c'est autre chose encore. Et donc on a tenté l'aventure à Paris, on a installé notre premier Comedy Club rue Saint-Denis à Paris. On a ouvert en 2020, ça a été très compliqué avec le Covid, le club a failli être mort-né, a failli vraiment plein de trucs, c'est vrai. A failli vraiment fermer et en fait on a eu une année 2021 monumentale qui a permis de sauver le club et là aujourd'hui on est en 2023 en pleine croissance, on gagne 30% de chiffre d'affaires, 25% de chiffre d'affaires chaque année, c'est au-delà de nos espérances pour être très honnête. C'est je pense le premier ou le deuxième Comedy Club le plus puissant aujourd'hui du pays. On est très très fiers de ça parce que ça permet aussi à beaucoup de jeunes artistes de s'exprimer. On a énormément de gens qui rêvent de jouer au Fridge et en même temps, j'ai réussi, je trouve, à décorréler, c'était important pour moi, décorréler ce club de mon nom. Je voulais pas que ce soit le Comedy Club de Kev Adams, ça m'intéressait pas vraiment. C'est plus difficile. Je voulais que ce soit un Comedy Club à part entière, que les gens s'approprient pleinement, que ce soit chez eux, la maison des artistes réellement. Et c'est ce que c'est en train de devenir petit à petit. Alors on reste au début, bien sûr, mais ça fonctionne de mieux en mieux. On en ouvre un nouveau cette année à Rouen. Et puis on a des projets à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille. L'idée, c'est d'en mettre partout en France. L'idée, c'est que cette offre, elle soit accessible à tous les Français et pas seulement à Paris. Un peu comme une sorte de franchise, justement, comme on en parlait au début. Complètement. Alors là, l'idée, c'est plus de trouver
des investisseurs pour faire une levée de fonds et puis prendre des lieux en propre sur la boîte pour nous réellement plutôt que Donc tu veux opérer quoi. Ouais, plutôt que franchiser parce que c'est pas scalable à l'infini. Il faut comprendre, le Comedy Club, c'est un truc, t'en mets un par ville, dans les grandes villes en France. Dans les grandes... Si un jour on en a 10, on est au maximum du business. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas comme un McDo, tu vas pas en mettre 500 dans le pays, ça n'aurait aucun sens. Et puis il faut que ça reste, tu vois, entre guillemets, une sortie un peu atypique, donc t'as pas envie qu'il y en ait de partout. Mais je pense que c'est plus, ouais, tu vois, faire une levée de fonds, trouver des associés et en ouvrir dans les grandes villes en France et continuer la communication autour du lieu pour que l'aura du club continue de rayonner un petit peu partout dans le pays et puis potentiellement aussi en Suisse, en Belgique et dans le reste de la francophonie. Donc voilà, ça c'est pour le Fridge. Quoi d'autre ? C'est tout, hein, je crois que je t'ai dit tout. Pas mal déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Mais je pourrais te parler surtout de tous les business qui ont échoué. Ça c'est intéressant, tu vois. Je pense on va en venir, bien sûr. On est fait de nos échecs surtout. Ah mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens voient que des succès, mais alors que c'est 90% d'échecs avant d'arriver à un succès qui te fait faire un écart. Mais ouais, on va. Toi, c'est quoi, Taylor, t'avais quoi comme boîte par exemple ? Parce que c'est vrai que, comme disait Kev, tu vas très souvent avoir sur les réseaux, on va voir toi par exemple les levées de fonds avec Shares par exemple, où vous avez énormément levé avec le fonds de Peter Thiel, que ce soit sur tous les différents projets. Mais c'est quoi toi vraiment les gros projets où t'as pris des claques même tu parles que très rarement ? Moi, je pense que sur chaque projet ce que je dis à chaque fois, en fait, t'as deux types de personnalités. T'as les gens qui vont faire quelque chose et qui vont réussir. Ça va marcher, ça va être assez fluide. Moi, ce que j'ai fait, ça a toujours été dans la douleur. C'est-à-dire, tout ce que j'ai fait, ça a été vraiment genre, on me l'a pas donné. J'ai dû aller le chercher, des négociations, du temps, tu vois, des pleurs, des rires, des joies. En fait, je suis passé par tous les stades. Donc, bien sûr, j'ai eu énormément d'échecs dans tout ce que j'ai fait, dans toutes les affaires que j'ai montées. Mais à la fin, c'est vrai que ça a à chaque fois donné quelque chose. Donc, je pense que, et c'est ce que je dis à chaque fois, je prends pas un échec comme un échec, je prends un échec comme une expérience. Et à chaque fois, je reparle d'Elon Musk, quand il envoie 3 fusées dans l'espace et que ça fonctionne pas, il se dit pas, bon, je vais arrêter, je vais tout perdre. Non, il relance une 4e et c'est là où il va faire un écart. Donc, si ça n'a pas fonctionné comme ça, c'est t'as une question de timing. Parfois, t'es là trop en avance ou trop en retard et le timing, pour moi, timing is everything. Timing is everything. Non, mais vraiment, pour moi, c'est un truc qui me parle. Le timing, c'est primordial. Et après, pour moi, c'est des ajustements. Tu fais que ça va fonctionner. Et tu vois, tu parlais, en fait, en réalité, c'est la résilience. En vrai, c'est le fait de toujours continuer dans ton projet. Mais il y a des fois où je pense qu'il y a des projets quand t'es entrepreneur où des fois, tu sais pas est-ce que tu dois lâcher ou est-ce que tu dois continuer justement à forcer jusqu'à temps que ça marche. De toute façon, c'est là qu'il faut faire la différence entre les deux. Entre ce qu'il faut lâcher parce que c'est pas fait pour toi ou ce qu'il faut continuer le step d'après, T'as une voix intérieure, selon moi, qui te dit arrête ou continue. Mais si, au fond, toi, tu sais que ça va fonctionner, que tu vas y arriver, je pense que, enfin voilà, selon moi, en tout cas, selon mon expérience, quand je me suis dit, bon, faut mieux se couper un bras que se couper les deux, ça m'est arrivé également, j'ai arrêté tel ou tel business. Mais pourquoi t'as arrêté quoi ? Je sais pas, par exemple, à l'époque, quand j'avais des restaurants, s'il y a un truc qui marche pas, bon, t'essaies une fois, 2 fois, 3 fois, si ça marche plus, ça y est, passe à autre chose, tu vois. Il faut savoir passer à autre chose. Faut pas être amoureux, entre guillemets, de ses affaires, tu vois. Faut pas avoir une relation, ça reste du pro, tu vois, ça reste des chiffres, donc il faut pas être, il faut passer à autre chose. Et à contrario, combien de fois on m'a dit, mais non, ça fonctionnera pas, t'es pas de ce milieu, tu pourras pas lever de l'argent, tu pourras pas exploiter. Si j'avais écouté tous les gens qui m'ont dit ne fais pas ci, ne fais pas ça depuis que je suis né, mais j'en serais jamais là. Alors, après, il y a un curseur, c'est où en être là. Il y en a qui vont dire que j'ai réussi, il y en a qui vont dire que j'ai pas réussi, peu importe. Moi, d'où je viens et de ce que j'en ai fait, et ce que je pense avoir réussi, ça va. Enfin, tu vois, encore une fois, je veux pas m'autosuffire. C'est quoi pour toi réussir ? Et ben ça aussi, c'est important. En fait, il y a cette phrase qui dit que tout le monde a un nombre, tout le monde a un chiffre. J'étais totalement d'accord avec ça. J'étais totalement en accord avec le fait que tout le monde avait un chiffre. Tout le monde disait, bon, si je pèse tant, j'arrête. Et au final, pas du tout. Au final, tu te rends compte que quand tu as 100 000, tu veux 1 million. Quand tu as 1 million, tu veux 10. Quand tu as 10, tu veux 100. Et en fait, tu veux toujours plus. Et au final, c'est plus l'argent qui te motive. Donc, c'est quoi qui te motive du coup ? Moi, c'est vraiment les projets, l'aventure. Tu vois, même quand on prend une aventure comme Shares, tu vois, on démarre en 2021. Tu vois, jusqu'en 2021, je gagne très bien ma vie. Je fais de l'IMO, j'ai de la restauration. Enfin, tu vois, genre, en vrai, j'ai pas besoin de plus, quoi. Tu vois, de ce que je fais, je gagne hyper bien ma vie. J'ai mes affaires avec Jamie. Enfin, tu vois, genre, vraiment, je travaille, tu vois. Et après, vient 2021, sortie du Covid. T'as l'aventure Shares qui démarre. On lève plus de 90 millions
en 1 an et demi. Et là, j'arrive sur d'autres sphères avec des gens que j'aurais jamais pu imaginer un jour dans ma vie, tu vois. Travailler avec, onboarder des filles comme Serena Venus-Williams dans l'affaire, lever des fonds auprès de Peter Thiel. Tu as quand même cofondé PayPal avec Elon Musk. C'était le premier investisseur de Facebook. Enfin, tu vois, ça, c'est des trucs que... Ça, on est en 2024. Tu me dis ça il y a 4 ans, je te dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis dans mes restos, je suis dans l'IMO, je monte mes affaires, ça va super. C'est intéressant parce que je t'ai dit, c'est quoi pour toi réussir? Ouais. Et en fait, t'as parlé de chiffres, de business, et vraiment, c'est magnifique, hein, tu vois. Et moi, pour moi, réussir, ça n'a rien à voir avec le taf, tu vois. Pour moi, réussir, c'est être heureux. Ah, mais 100%. Et c'est très dur d'être heureux. Et qu'est-ce qui te rend heureux? Mais la vie, tout me rend heureux. Les rencontres, un bon resto, un café en terrasse, je suis le plus heureux du monde. Pour moi, c'est ça réussir. C'est être bien avec ce que t'es au moment T. Tu comprends? Il faut savoir aussi que le business, et Taylor est très bien placé pour le savoir, ça peut prendre toute ta vie. Bien sûr. Mais c'est pas la vie, tu vois. Au bout d'un moment, ton bonheur ne dépend pas de la réussite de tel ou tel projet, de la réussite de tel ou tel film ou de telle ou telle entreprise. Ton bonheur, ça dépend de toi, en fait. Tu vois, comment t'es, à quel moment t'es, est-ce que t'es bien entouré, est-ce que t'as ce qu'il te faut dans ta vie, est-ce que t'es au bon moment, est-ce que t'es avec les bonnes personnes, est-ce que t'es au bon endroit, tu vois. Il y a plein de choses pour moi qui rentrent en compte, qui n'ont rien à voir avec le business. Et c'est intéressant, c'est pour ça que je t'ai posé cette question, parce que je sais comment lui réfléchit. C'est un mec hyper généreux, réellement, tu vois. C'est un mec, je sais, il organise des barbecues chez lui. Et, tu vois, il y a un côté, j'adore vous recevoir. Si je peux, voilà, faire quelque chose pour vous, je serais tellement content de faire quelque chose pour vous. Et moi, pour moi, si j'avais dû répondre à sa place, c'est quoi réussir? Je t'aurais dit, c'est rendre les autres heureux. Franchement, pour moi, c'est une forme de réussite réellement, tu vois. Parce que c'est ce qu'il est réellement. Mais, et je t'ai pas venu pour parler de ça à la base, mais ça m'intéresse. Je trouve qu'il y a 2 Taylor, tu vois, quand je lui parle. Je trouve qu'il y a un Taylor, c'est comme s'il y a une espèce de Peter Parker et de Spider-Man. Je trouve que souvent sur les réseaux, on voit Spider-Man, c'est-à-dire un mec très, tu vois, très en photo avec des restas, très stylé, tu vois, tout est travaillé, tout est... Et dans la vraie life, moi, je vois un mec qui est en mode, frérot, dis-moi si je peux faire quoi que ce soit pour toi, je serais trop content de le faire. Plus discret aussi, tu vois. Si, tu vois, s'il y a moyen de tendre la main à n'importe quel moment, n'importe quoi, je veux le faire. Et qui, à l'inverse, te demande jamais rien, tu vois, qui est... Bon, là, j'avoue, il m'a demandé de faire sur podcast. Mais à part ça... et de mettre son t-shirt. Mais à part ça, il te demande rien, tu vois ce que je veux dire? Et il est toujours dans un espèce de truc de... Ce qui me rendrait heureux, c'est de te rendre heureux, c'est de te montrer d'une manière ou d'une autre que je peux t'aider sur ci ou sur ça. Et je trouve que ça, c'est une grande forme de générosité, mais c'est aussi une forme de réussite. Et c'est pour ça que je dis, c'est quoi réussir? Parce que aujourd'hui, on est dans une génération où pour beaucoup de jeunes, et d'ailleurs, tu l'as dit, réussir, c'est un chiffre. Moi, je crois pas que c'est un chiffre. Moi, j'ai jamais fait ce métier pour l'argent. Moi, quand j'avais 18 ans, je disais, si je fais du théâtre subventionné toute ma vie, donc je gagne 2000 balles ou 3000 balles par mois, toute ma vie, à faire du théâtre, je serais le plus heureux. Ouais, bien sûr. C'est ça que je veux faire. Et je réalise qu'aujourd'hui, j'ai la chance de bien gagner ma vie, mais que franchement, je suis pas oseille du tout. Pas oseille, ça veut dire quoi? Ça veut dire je m'en branle des montres, je m'en tape des voitures, je m'en tape des beaux appartements, des beaux hôtels, des machins. J'ai vécu dans un studio pendant 5 ans. C'est ma mère qui m'a imposé de déménager de ce studio. Elle m'a dit, mais c'est plus possible. Ça sent les yep ici, c'est dégueulasse. Tu vivais quand t'étais à quel moment de carrière? Ah, mais que je jouais déjà au Zénith de Paris, frérot, je rentrais, j'étais dans un studio de 11 mètres carrés. Mais je m'en foutais. Ouais. J'ai jamais été marque de réussite comme ça. Pour moi, la réussite, c'est est-ce que t'es bien avec ce que t'es. Tu vois? C'est est-ce que je suis content d'être avec vous ce matin à discuter. Ouais, j'ai réussi. Pour moi, ça, c'est une réussite de fou. Il y a tellement de gens qui sont en dépression, il y a tellement de Ah, mais 100%. il y a tellement de gens pour qui la vie c'est dur, il y a tellement de gens qui se disent tous les jours, comment je vais faire, putain, je peux pas continuer comme ça, c'est plus possible, tu vois. Que pour moi, être heureux, c'est être bien avec ce que t'es au moment où on est là maintenant. Sans réfléchir à est-ce que je vais être heureux demain, sans réfléchir à est-ce que j'ai souffert hier, parce que ça, c'est des questions que tout le monde se pose. Bien sûr. Est-ce que j'ai souffert hier? Tout le monde a souffert hier, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je vais être heureux demain? Tout le monde se pose cette question. Est-ce que je vais être heureux demain? Est-ce que Bien sûr. je vais être là où j'ai envie d'être, tu vois? C'est plutôt simple de poser cette question. Mais je pense qu'aujourd'hui, être heureux, c'est être bien avec ce que t'es. Et les gens oublient parfois un peu ce truc-là. Tu sais, il y a tellement un aspect... on vit dans une société où la levée de fonds, c'est devenu un truc de ouf. Les gens, ils célèbrent des levées de fonds. Je dis pas que c'est pas bien, attention. Bien sûr. Je dis juste que c'est du business. Et le business seul te rendra jamais heureux. C'est sûr et certain. Tu vois? Trop heureux, c'est ce que ça te permet de faire derrière. Évidemment, est-ce que ça te permet d'être bien? Totalement d'accord avec toi. Est-ce que ça te permet d'être bien?
Est-ce que lui, son Ouais, c'est kiff, c'est garanti. quoi? Lui, son kiff, c'est de jouer à la play le dimanche, faire un barbecue avec ses teupos, d'être tranquille, d'aller en vacances, faire des bons restos, il est bien, il est content. C'est ça son vrai kiff. Ah, mais 100%. Et Mais je suis sûr qu'à ce moment-là, d'ailleurs, quand il fait les bons restos et le barbecue du dimanche, il est encore plus heureux que quand on lui dit, frérot, t'as levé 90 bars. Mm. Tu vois? Mais c'est vrai qu'on communique plus sur ces choses-là que sur le fait que être avec des potes, être bien, c'est quand même la clé de tout. Bien sûr, mais c'est vrai que même sur même les différentes vidéos dernières qu'on a fait, c'est vrai que à chaque fois, je dis au final, ça reste que de l'argent. Et ce qui est le plus important, c'est d'être heureux. C'est vrai que je le dis à chaque fois. C'est-à-dire que pour moi, l'argent, c'est un moyen qui te permet de faire des choses dans ta vie professionnelle. Ouais, c'est ça. Et dans ta vie personnelle. Et dans ta vie personnelle, d'avoir la vie que potentiellement tu as envie, voilà, partir en vacances quand tu veux, t'acheter ce que tu veux. Mais ça reste un moyen de faire quelque chose. Mais à la fin, ce que je dis à chaque fois, tu peux avoir tout l'argent au monde. Et j'en ai vu des gens qui étaient blindés de chez blindés, qui étaient malheureux, qui se payaient un entourage, qui étaient sur des bateaux avec des gens qu'ils n'ont pas envie d'être. Donc, tu vois, avoir de l'argent, ne pas être heureux, ça ne vaut rien. On est Donc, d'accord. mais ça, c'est compliqué pour les gens de comprendre quand ils se disent que s'ils avaient de l'argent, ils seraient heureux. Mais c'est l'effet. Il faut de l'argent. Bien un sûr, il en minimum. faut. Bien sûr. Tu sais, il y a que les gens riches qui disent il n'y a pas besoin d'argent. Ah, mais bien sûr. Mais il en faut un peu pour être heureux. Évidemment. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que moi, je suis arrivé à un moment de ma vie, tu vois, où parfois je me dis ouais, c'est cool, tu vois, gagner de l'oseille, je suis content, j'ai pas de questions à me poser, des questions que je me suis peut-être posées plus tôt avant dans ma vie, tu vois, ou des questions que mes grands-parents se sont posées en arrivant dans ce pays. J'ai la chance, le luxe de pas me les poser. Tu vois, comment je vais finir le mois, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour faire ces courses-là, ou pour nourrir ma famille, c'est des choses que... Si t'as un imprévu, est-ce que tu vas pouvoir le gérer? Est-ce que Voilà, tu as c'est des bien questions sûr. que je me pose pas. Ça, c'est un luxe. Mais le reste, je te dis, j'ai pas besoin. Moi. Pour faire quoi? Je vais m'acheter une veste à 2000 €, c'est pas ma cam. Moi, mon kiff, c'est pour ça que je parle de ça tout à l'heure, parce qu'on se rejoint un petit peu là-dessus. Moi, mon kiff, c'est est-ce que je vais rendre heureux les gens, tu vois? Si je peux inviter plein de potes à un resto, je suis trop content. Non, bien sûr, c'est la vie. Si, Ça reste la vie, bien Tu sûr. vois, si on peut partir en vacances dans un bon endroit et tout kiffant, je suis trop content. C'est quoi comme truc, par exemple, qui t'a rendu vraiment, genre, t'as ressenti vraiment du bonheur, comme ça, une petite anecdote, peut-être, où t'as partagé quelque chose avec quelqu'un de ton entourage? Bon, quand j'ai acheté une voiture à ma mère, j'avoue que c'était vraiment un gros kiff. Tu as appris quoi? Je lui ai pris une Mini Cooper, tu vois, mais c'était un rêve de gosse, quoi. Je m'étais dit, si un jour, avec mes blagues, j'arrive à acheter une voiture à ma rhum, et ma mère qui s'est sacrifiée toute sa vie pour ses enfants, qui a été une battante, enfin une femme exemple, vraiment, je me suis dit, si un jour j'arrive à lui offrir une caisse, c'est symbolique, quoi, c'est ouf. Bien sûr. Et il y a quelques années de ça, pour son anniversaire, avec mes frères, on a fait un beau brunch, on a déjeuné, c'était super, elle était hyper heureuse d'être avec ses fils. C'est tout ce qu'elle veut à la fin. Hein. Et puis après, on était dans un garage et tout ça, ils avaient mis le nœud et tout, machin, et elle a halluciné. Elle a halluciné. Et même moi, j'ai halluciné, j'avoue. Même moi, je voyais la bagnole emballée et tout, j'étais en mode... T'as la petite larme ou... ma mère, c'est une dinguerie. Après, j'ai vu que c'était elle, j'ai dit, la vie de toi, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Donc ouais, ça, c'est des fiertés, bien sûr. C'est des choses après qui te motivent encore plus quand tu vois ça, quand tu vois le bonheur que ça peut créer, ça... Ouais. Et puis encore une fois, je sais pas si ça te motive, je sais pas si je rêvais de ça plus jeune, peut-être pas, mais ça m'a rendu heureux. C'est ta rendu Ouais. principale. Ça m'a rendu heureux de lui offrir ça. Elle l'a même plus cette voiture aujourd'hui. Mais je m'en fous, ça m'a rendu heureux. Ouais, bien sûr, Elle c'est était fait. heureuse, mes frères ils étaient heureux. Le moment, on oublie le moment. Tu sais, on est dans une génération où les gens ils se disent qu'est-ce que je vais faire après? Je vais faire quoi après? Je vais vraiment rester dans le staff? Je suis vraiment bien avec cette personne en couple? Est-ce que je vais pas... ou alors, je suis tellement bien avec cette personne en couple, faut que je me marie? Ou faut que je fasse des gosses? Putain, j'aime bien ce taf, mais il faut que j'ai une augmentation. Peut-être que je monte ma propre. Non, mais tu poses Machin. tellement de C'est pas questions. l'instant présent. Je comprends, il n'y a plus l'instant présent. C'est fini Mais l'instant. tu te poses tellement de L'instant questions. présent, c'est les gens, ils mettent leur cerveau off quand ils sont sur les réseaux sociaux. Et comment, ce serait quoi, toi, aujourd'hui, le conseil que tu aurais à donner, justement, pour se reconnecter plus à l'instant Vivre. présent, ça? Vivre pleinement les moments. Parle avec les gens, parle avec des inconnus, soit bon délire, un bonjour, un merci, ça coûte rien. Sors ton nez de ton téléphone, tu vas voir, il y a des trucs incroyables qui se passent tout le temps non-stop, tous les jours, tu vois. Mais il faut les provoquer, il faut aller les chercher un petit peu. Si tu restes dans ta zone de confort, si tu restes avec les gens que tu connais toujours, si tu restes... Prends des risques, tu vois. T'as pris quoi, par exemple, comme risque qui t'a Mais marqué? tous les jours, je prends des risques. Moi, venir à un podcast comme celui-là, c'est un risque. Pourquoi? Parce que je connais Taylor, mais tu vois, d'habitude, dès que je fais un truc, ça passe par je sais pas combien de gens qui doivent valider avant, etc. Là, je lui ai dit oui très naturellement. Je te connais pas, je sais pas, peut-être c'est un Ouais. truc relou, peut-être vous allez me poser des questions qui vont pas me plaire. Tant mieux. Ça va me rendre heureux, tu comprends? Non, mais bien sûr. Prends des risques. Va provoquer des choses où tu te dis, je suis en danger. Mm. Parce que quand tu es en danger, il va se passer des trucs incroyables.
Moi, je sais que le danger, ça m'a amené les plus belles victoires dans la vie, tu vois. Je crois que c'est pas bon d'être trop à l'aise. Je crois que c'est pas bon d'être trop en confiance. Je crois que c'est pas bon d'être trop... Autosuffisant, comme tu disais. Mais en fait, pour moi, il y a que le fait de prendre un risque qui fait que tu peux réussir. Il y a que en prenant un risque qu'à la fin ça paye. Et c'est mathématique en fait. Il y a que les gens qui prennent un risque qui réussissent. Si tu ne risques rien, tu ne peux pas réussir. C'est impossible. Et ça, c'est vraiment ce que tout le monde dit. C'est ce que j'ai toujours entendu et c'est ce que je répète. Parce que c'est le risque qui fait que tu vas réussir ou non. Mais si tu tentes pas, tu ne peux absolument rien avoir. Comme par exemple un risque, toi, qui t'a impacté. Mais c'est pareil, tous les jours. Tous les jours, le fait de faire quelque chose et de se dire, ok, est-ce que tu vas réussir ou non? Est-ce que tu vas être jugé ou non? Enfin, tu vois, genre, tout est un risque. Tu te lèves le matin, tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est un risque. Et plus t'as d'exposition, j'imagine aussi, quand tu parlais de jugement ou quoi. Bien sûr. Toi, Kev, c'est un truc où t'as été... il y a eu toujours beaucoup de pression, je pense, médiatique autour de ce que tu fais directement. Ou dès que tu vas être dans une nouvelle production, dès que tu vas jouer dans un nouveau film, dès que tu vas faire un nouveau spectacle, toi, en plus, entre guillemets, t'as le risque, justement, du mass market et t'as beaucoup de gens qui te regardent toujours. Bien sûr. Comment t'arrives à gérer un petit peu, toi, cette, entre guillemets, pression de choix dessus? Bah, t'essayes de pas y penser, tout simplement. Ça sert à rien de se mettre ça dans la tête, puis ça sert à rien de se sentir plus important que tu l'es. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est exposé, bien sûr, il y a des gens qui me voient, bien sûr, il y a des gens qui m'aiment beaucoup, il y a des gens qui me détestent. C'est la génération dans laquelle on vit, tu comprends. Mais j'accorde pas beaucoup d'importance à ça. T'es détaché? Ouais, plus je vieillis, plus je me dis, mais j'ai envie de kiffer, moi. Est-ce que ça me fait kiffer la d'être là? Ouais, super. Bah, ça m'arrive d'être en rendez-vous, je me dis, mais ça me fait pas du tout kiffer d'être. Ça, c'est vrai, bien sûr. Et je dis, je suis désolé, j'ai un empêchement, je m'excuse, pardonnez-moi, je dois y aller. Et je rentre. Et je rentre chez WAM, je joue à la Play, je suis sur Fortnite, je suis heureux. Tu vois? Et des fois, ça m'a saoulé la Play. Non, pas Call of. Je me tue à Call of. Non, Call of, c'est trop. Et je me tue à Call of, moi. Moi, j'aime Fortnite, c'est enfantin, c'est coloré, c'est sympathique. Tu vois, encore une fois, l'idée, c'est celle-ci. C'est comment tu vas être heureux et comment tu vas réussir à faire en sorte que rien ne soit plus obligé, tu vois, et te rendre malheureux. Parce qu'il y en a toujours. Même dans ma vie, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent tu dois avoir une vie de rêve. Il y a plein de choses que je fais dans la journée. C'est comme ça, il faut les faire. C'est relou, tu vois, ça ne fait pas kiffer de fou. L'idée, je crois, c'est d'arriver à effacer ces moments-là dans les années à venir et juste de garder le kiff, quoi. Tu vois? Plus gros luxe. Ouais. Pour moi, il faut que ma seule galère dans les années qui viennent, ce soit d'aller au sport. Tu vois? Parce que c'est une galère d'aller au sport. Ça me fait J'avoue, c'est une galère. Mais c'est pas grave. Il faut le faire. Garder la routine, c'est le plus... c'est la routine, c'est ce qu'il y a de plus. T'es toujours en déplacement, t'es à gauche, t'es à droite, tu fais ci, tu fais ça, ça vient toujours bousculer ta routine, c'est très très dur de garder. C'est là où j'ai le plus de mal, c'est d'avoir une routine, c'est horrible. C'est très compliqué. Mais c'est la vie, la routine, en vrai. Tu te lèves à la même heure, tu vas au sport, tu vois, genre, quand tu voyages, c'est très très compliqué. Même quand t'es en promo et tout, c'est un carnage. Très dur. C'est un carnage. Tu t'adaptes, mais c'est dur, hein. Tu dors pas beaucoup, c'est compliqué tout allier, hein. Mais comment moi, j'en reviens un peu à un sujet, genre, tu vois, autour de la gestion du temps. Comment vous organisez un petit peu chacun dans vos journées? Même toi, aujourd'hui, t'as plein de sujets, je pense, par exemple, différents. Toi aussi, Taylor, sur des activités en plus qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Comment vous organisez un petit peu tout ça dans votre planning? Moi, tout est timé. Il y a un planning avec des rendez-vous qui correspondent à chacune des activités. Tout est... Que toi, tu fais ou c'est... Ouais, je le fais avec mes équipes, bien sûr, et tout est calé en avance. Mais c'est le plus simple. Moi, je suis très organisé. J'aime bien. C'est organisé, au moins, tu te poses pas de questions. Et ça me rend heureux. Rebelote, on y revient, tu vois. Si ça me rendait heureux d'être tout babella et de faire en mode on verra quand on verra, je le ferais pas, je le ferais comme ça, tu vois. Mais là, ce qui me fait kiffer, c'est que je me dis tout est calé, comme ça, je dénigre personne, je donne du temps à tout le monde, et ça me permet, tu vois, d'être là quand on fait des rendez-vous, des choses et tout. Je suis pleinement là, tu vois. Je suis pas à côté de la plaque. Ouais, t'es pas pensé au truc d'après ou quoi, parce que tu sais déjà que c'est tout est calé, mieux organisé. Ok. Et comment vous organisez un petit peu dans... Est-ce que vous parlez de routine? Typiquement, tu as une routine en particulier aussi que tu times, que tu respectes ou pas? Non, pas du tout. Non, et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est vrai que tous les grands spécialistes disent que c'est très bon pour le corps et pour l'esprit. Tu vois, de se coucher à la même heure, de se lever à la même heure, de manger à la même heure. C'est très dur. De faire du sport de manière quotidienne. Enfin, c'est... Toi, tu fais quoi quand tu te réveilles, par exemple, le matin? C'est quoi les cours? Je bois un café noir comme un routier et gentil. Ouais, pas de petit déj jamais. Café noir et bam. Ok. Pas de direct. J'aime bien rentrer dans la journée peut-être la première, tu vois. Pas me poser trop de questions. Taylor, t'as des petites habitudes le matin? Et le petit déj, moi, ça me flingue. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je prends un petit déj, frérot, je vais me recoucher direct derrière. Non, après, ce qui est intéressant, pour me dire ce qu'il a dit, c'est vrai que le point commun, je pense que tu peux pas réussir
d'un point de vue général, si ta vie elle est pas organisée, en tout cas dans ton côté professionnel. Côté privé, c'est encore autre chose, mais côté pro, si t'as pas une timeline avec tes rendez-vous, tes trucs, tes machins, c'est impossible. Moi, je sais que mes plannings, ils sont organisés sur les prochains jours, prochaines semaines. Je sais exactement ce que je vais faire. Après, dans ma vie privée, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué, comme il dit, de se coucher à la même heure, se lever à la même heure, manger à la même heure. C'est quasiment impossible. Mais dans ma vie pro, elle est hyper organisée. Ma vie privée, c'est un peu plus chill, quoi, tu vois. Genre, je me mets pas de pression, je fais pas ce que j'ai pas envie de faire. Je vais dîner avec les gens avec qui j'ai envie de dîner. Enfin, tu vois, voilà. Le pro, c'est le pro, le privé, c'est le privé. J'essaie vraiment de séparer. Ouais, je vais dissocier vraiment les deux. Toi, comment tu gères un petit peu ce rapport, un petit peu au côté, justement, au personnage public maintenant que t'es devenu avec ça, le rapport avec le public, le rapport on va dire, parce que t'es quelqu'un, j'ai l'impression qu'il reste très très simple. Tu vois, tu me disais, genre, je voyais dans une interview, par exemple, tu disais que récemment, par exemple, tu pouvais aller prendre une photo justement avec n'importe qui, que tu t'arrêtais toujours pour les gens, etc. Comment t'arrives à dissocier justement la personne que t'es publique et la personne privée? Est-ce que tu la dissocies déjà ou pas? Non, je me pose pas trop cette question, franchement. Encore une fois, pour moi, c'est un taf. Ouais. C'est juste un taf. Tu vois, je suis raconteur d'histoires. Je suis pas médecin, je suis pas homme politique. Je raconte des histoires. Des fois, les gens, ils kiffent, ça leur parle. Du coup, ils ont envie d'en discuter avec moi ou de faire une photo, ça me fait trop plaisir. Et parfois, ils ont pas envie, ils kiffent pas, ou ça les énerve, ou en tout cas, ça provoque un sentiment négatif chez eux, et ça leur appartient, tu vois. Mais moi, ce que je veux, c'est... je vais au taf, je raconte mes histoires, je les kiffe, je les ai bossées, je les ai travaillées pour vous, pour qu'elles aussi passent des messages. Après, je rentre chez moi, je suis moins tranquille. Franchement, je me pose pas plus de questions que ça. Et oui, je fais des photos parce que c'est la génération dans laquelle on vit. Les gens, ils aiment prendre les photos, même si je pense qu'ils ont tort, et je pense que ce serait tellement plus intéressant de discuter, tu vois, ou d'échanger quelques mots plutôt que de faire une photo. Mais encore une fois, tu peux pas demander ça aux gens. C'est presque trop... c'est trop cavalier, presque. Il y a un côté... ah non, mais tu vois, moi, j'ai dit, mais non, fais pas ta photo, viens, on va discuter. Et je vois que les gens, parfois, ils sont en mode, mais... Enfin, ils le prennent presque comme une agression, tu vois, donc... moi, je pose pas de questions. Tu veux faire une photo, fais la photo avec plaisir. Ce qui te rend heureux, si ça peut te rendre heureux le temps de ces quelques secondes, tant mieux. Ah, tu les fais kiffer? Ouais, encore une fois, je les fais kiffer parce qu'ils me font kiffer, parce que sans ces gens-là, tu peux pas travailler. Ouais, c'est rien, bien sûr. S'il y a pas des gens pour consommer les histoires que tu racontes, tu peux plus raconter tes histoires, tout simplement. Donc, et moi, j'adore ça, donc. Tu penses que ça vient d'où cette passion-là? Tu l'as toujours eu depuis que t'es petit ou? Ouais, depuis que je suis petit, ouais. Ouais, j'ai toujours kiffé le cinéma, le spectacle. Je trouve que c'est les derniers endroits de pleine communion. Le cinéma, le théâtre, c'est les derniers endroits où les gens ils vont, ils s'assoient, ils posent les téléphones. Ils vivent un truc ensemble. Tu comprends? T'es assis à côté de quelqu'un que tu ne connais pas et on va vivre des émotions en commun. On va rire. Je te connais pas, tu ris aussi. Tu vois? Ou pleurer. Je suis ému, putain, il est ému aussi, on se connaît pas. Il s'appelle Gérard, il a 75 ans. Moi, je suis là, on est ensemble. Tu comprends? La communion des émotions, sans se poser les mauvaises questions de qui est à côté de moi, est-ce que c'est le même, est-ce que ça vient du même milieu social, est-ce que c'est la même couleur de peau, est-ce que c'est la même religion, est-ce que toutes ces questions qui viennent nous parasiter la vie aujourd'hui, tu vois, c'est des endroits de communion, le théâtre, le cinéma, c'est des endroits presque spirituels pour moi. Et c'est des endroits où t'allais souvent quand t'étais petit avec ta famille ou... Comment t'as eu le goût à ça? Tu te rappelles un petit peu des premières fois ou... Ouais, bien sûr, j'ai des souvenirs très forts du cinéma, de sorties au théâtre. Alors on n'y allait pas si souvent que ça, mais les peu de fois où on y allait, c'était des moments très très marquants pour moi, très marquants, parce que je te dis, pour moi c'est des endroits à part, et ce sera toujours des endroits à part. Le cinéma, le théâtre, l'art c'est formidable, bien sûr, ça appartient à chacun et à personne en même temps. C'est ce qui est génial, c'est chacun va avoir un avis différent sur une œuvre, peu importe l'œuvre. Ça peut être un morceau de rap, ça peut être un sketch, ça peut être un tableau, ça peut être une sculpture, ça peut être, tu vois, de l'architecture, ça peut être un dessin fait sur une table, chacun, ou un tag dans la rue, chacun va avoir son appréciation personnelle. Ça va tous nous toucher différemment. Là, si je dessine un truc sur la table, ça va chacun de vous deux vous faire un impact très différent. Tu vois, il n'aura pas la même interprétation. Mais ouais, peut-être toi tu vas dire, putain, c'est génial. Ouais, ça fera chacun. C'est hyper créatif, et peut-être que t'es là, il va dire, mais t'es sérieux frérot, t'as niqué la table. Tu comprends? C'est ça que j'adore. C'est que ça appartient à tout le monde et à personne en même temps. Et le cinéma, le théâtre, c'est les derniers temples de l'art. Tu vois, c'est les derniers endroits où tu vas, même un musée, tu te balades, donc
tu vis pas forcément les mêmes émotions au même moment. Mais le cinéma, le théâtre, tu vis au même moment, pleinement, en même temps. Écoute à Tu côté. vois? Ouais. Comme un concert, comme l'opéra. Putain, on vibre ensemble. C'est rare, ces moments-là. Quand tu parlais du coup directement de ta famille, toi, c'était un petit peu dans quel contexte, dans quel milieu social que tu as grandi? Alors moi, j'ai grandi dans le 19e arrondissement à Paris, dans un endroit qui s'appelle Place des Fêtes, pour ceux qui connaissent. Ah, je très bien. 19e, 20e. J'habitais rue Botzaris, juste derrière les buts de Chaumont. J'ai vécu là-bas jusqu'à mes 15 ans. Donc une grande je vois partie ton de restaurant. mon enfance et le début de mon adolescence. Et quand j'ai eu 15 ans, mes parents ils ont déménagé à Neuilly, qui est l'exact opposé en termes de milieu social, en termes même de géographie par rapport à Paris. T'en as un qui est plein nord et l'autre qui est plein ouest. En termes de code, Ouais, ça a été très bizarre, très étrange pour moi. Je voulais pas du tout aller à Neuilly. Pour moi, c'était les Bourges qui vivaient là-bas. c'est Neuilly-sa-Mère. Ouais, un peu, hein, c'est un peu ce que j'ai vécu, franchement. Et puis assez rapidement, je demandais à mes parents de retourner voir mes potes dans le 19e, parce que quand t'as 15 ans, t'as déjà plein de potes. Bah oui, bien sûr. Et c'est ta vie en vrai, tes potes. T'as pas encore le pro, t'as pas encore tout ça, c'est sûr. sûr. Et donc, tous les week-ends, je retournais dans le 19e, et petit à petit, je suis devenu moi-même le Bourge, quoi. Tu vois, je me rappelle qu'ils m'appelaient, quand j'allais à Neuilly, mes potes de Neuilly m'appelaient la racaille, parce que je venais du 19, et de Pantin et tout ça, et quand je revenais dans le 19e, ils m'appelaient le... Donc, à un moment donné, je me suis senti à ma place nulle part, vraiment. Et c'est mon entrée au lycée, vraiment, enfin, fin de collège, début de lycée, qui a fait que j'ai pris finalement la décision d'accepter et d'embrasser pleinement cette nouvelle vie qui rendait heureux mes parents. Je me suis dit, allez, c'est bon, maintenant, ma life, elle est là. Donc, je me suis fait des potes. Et donc, naturellement, tu vois, je me suis attaché et je vis toujours à Neuilly aujourd'hui. J'adore cette ville. Je trouve que c'est une campagne aux portes de Paris. Il y a un côté très calme, tu vois, avec que des vieux ou des joueurs du PSG, tu vois. Donc, c'est mortel, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est une ville aussi où, pour le coup, jamais personne me demande de photos ou des choses comme ça. Ouais, ils s'en foutent. Tranquille. Ouais, je pense qu'ils s'en tapent complètement. Ouais. Ils voient Lionel Messi au Franprix, tu vois. Donc, qui disent Kalam, c'est vraiment. Et c'est très bien. Ça me va très bien comme ça. Donc, moi, je vis là-bas et je suis plutôt bien. Donc, c'est ça un peu mon enfance, en fait. J'ai grandi avec mes deux parents, ce qui est une chance incroyable, jusqu'à l'âge de 19-20 ans. Quand j'ai eu 19-20 ans, ils ont divorcé. J'ai deux petits frères, un qui a 17 ans, enfin, le plus jeune a 17 ans et l'autre a 28. Voilà, c'est à peu près le même. Le gros changement de milieu social, toi, en vrai, tout à l'heure, c'était un petit peu, tu m'en parlais, Bien sûr. la différence entre le côté, justement, banlieue parisienne et après le côté, on va dire, plus les milieux chics, des milieux, des classes sociales aussi complètement différentes. Comment tu l'as vécu, toi, un petit peu? Bah moi c'est un peu pareil, c'est vrai que moi je suis passé du 94 où j'ai vécu toute ma vie, donc en banlieue parisienne, et en vrai j'allais à Paris de temps en temps, tu vois, le week-end, mais pour moi c'était, en plus t'avais pas les réseaux sociaux, t'avais pas les Uber, enfin tu vois, tu prenais... Paris, c'était ce qu'on t'en racontait. Exactement, c'était ce qu'on m'a raconté, et c'est vrai que moi j'ai eu un big changement, quoi, parce que je suis passé entre guillemets de la banlieue. J'allais un petit peu en week-end, de temps en temps le samedi à Paris, et on sortait avec tous mes potes, on était 10, 15, 20. T'as l'impression que c'était le toit du monde, quoi, tu vois. Et c'est vrai que moi, de banlieue parisienne, mon vrai step, ça a été à Los Angeles. Je suis parti à Los Angeles quand j'étais relativement jeune. Et après, quand je suis revenu à Paris, j'ai été à Paris. Mais c'est vrai que moi, mon step, ça a été encore plus un gap. Parce que je suis vraiment passé de banlieue parisienne, je suis parti à la base pour les vacances aux États-Unis et j'y suis resté un peu et j'ai revécu un peu mon American Dream. Mais c'est vrai que ça a été un gros changement et tu te rends compte qu'au final, il y a plein d'opportunités, qu'il y a plein de choses, que t'es pas seul et que voilà. Et c'est vrai que ce qui est fou, c'est que maintenant avec les réseaux, tu peux voyager partout. Tu peux rester dans ton canapé et être partout dans le monde. À l'époque, c'était que ce que tu voyais dans les films ou ce qu'on te racontait. Donc moi, ça a été un énorme changement. Ça a été un énorme changement, mais c'est ce qui a fait que ça a changé ma vie, tu vois. C'était là où j'ai voulu vraiment changer ma destinée, parce que quand tu viens de banlieue, on peut croire parfois que voilà, t'es catalogué, tu restes là, etc. Et au final, non, hein, tu vois, tout le monde peut prendre son destin en main et en faire quelque chose, tu vois. Ouais, et le fait de connaître aussi... Ça rejoint le fait de prendre des risques, qu'on disait tout à l'heure. Bien sûr. Et aussi, ça peut être une chance, justement, le fait de connaître ces différents milieux sociaux, parce que je pense que C'est incroyable. plus relationnel, ça permet de devenir un caméléon un peu social, tu vois. Bien sûr. Ou toi, derrière, je pense que ça t'a permis, notamment, toi aussi, Taylor, de t'adapter, en fait, à tout type de situation, à tout type de personnes, parce que t'avais connu différents types de situations avant, et t'as pas été conditionné dans une seule manière de penser. Ah, mais c'est ce qu'il y a de mieux. C'est très Et ça te permet, justement, d'avoir des facultés après de networking qui sont incroyables, en fait, en réalité. Oui, parce que à un moment donné, tu t'adaptes à ton interlocuteur, mais sans y penser. Ouais. Moi, je le fais. J'en parlais dans mon dernier spectacle. Je disais, j'ai un truc qui est terrible, c'est que j'ai besoin de.
instinctivement, comme tu l'as très justement dit, comme un caméléon, tu t'adaptes à la couleur qu'il y a en face de toi. Tu vois, si le mec il est agressif, je peux te répondre agressif. S'il est super gentil, super doux, je vais être super gentil, super doux. Tu vois, si le mec il est un peu, je sais pas, méfiant, je vais être méfiant. Tu vois, pour moi, l'autre, c'est vraiment un miroir, quoi. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je vais me comporter dans notre conversation. C'est selon comment lui il est. Vous parlez d'audace et de risque, et là on parle de networking. Il y a un truc qui est marrant, c'est chacun dans vos histoires. J'avais vu, je crois, il y avait une anecdote où quand t'étais petit, tu regardais beaucoup Gad Elmaleh, qui bah, du coup était bien sûr une figure qu'il est toujours, etc. Et je me rappelle d'une anecdote, je crois, où tu t'es essayé de t'incruster dans sa loge, je crois, après justement un spectacle justement qu'il avait fait, et complètement au culot à faire genre que tu le connaissais, etc. C'est très juste. Comment ça s'est passé? Bah, je rêvais de le rencontrer. J'ai été voir son spectacle avec ma copine de l'époque, qui était à l'Olympia, et en sortant du spectacle, j'étais devant la loge, parce que évidemment je savais où était la loge de l'Olympia, puisque évidemment j'étais un psycho. Et j'ai commencé à dire au gars, je le connais, je suis invité en loge. Il m'a dit, mais là, vous n'êtes pas sur la liste. J'ai dit, mais c'est scandaleux, normalement je suis sur la liste. Ouais, la technique de faire genre que c'est... J'avais même fait croire à ma copine de l'époque que je le connaissais, quoi. Il y a une anecdote qui est similaire. Et ça a fonctionné, hein. Ça a fonctionné. Au final, je suis rentré dans la loge et j'ai pu le saluer, et c'était un des plus beaux moments de ma life, vraiment. Qu'est-ce que tu lui as dit, du coup? Que j'allais faire ce métier, qu'il pouvait me regarder bien, mais que un jour on ferait des choses ensemble. Je lui ai amené un CD gravé avec mon premier sketch, ripou, rincé le sketch. Tu vois, je lui ai donné. Et aujourd'hui, tu bosses avec. Je lui ai donné, et aujourd'hui c'est un pote, et on a surtout partagé la scène ensemble au plus haut niveau. On a fait Ubi Bercy ensemble. Je crois que c'est le record d'affilée pour un spectacle d'humour, donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jamais j'aurais pu penser que ça arriverait, franchement. Mais j'en avais très envie. Mais ça, t'allais le provoquer parce que c'était complètement dehors de ta zone. Normalement, il y a peu de personnes qui seraient allées directement. Oui, mais je suis pas allé le provoquer en attendant devant sa loge et en donnant un CD gravé. Ça, c'était presque une espèce de... Ça te donnait le goût, en fait, du... Ouais, c'était une manière de dire j'en ai envie. Putain, j'en rêve. Regarde à quel point j'en rêve. Je suis prêt à attendre des heures devant ta loge à te donner un CD avec un sketch rincé tellement j'en rêve, tu vois. Mais ce qui a fait que c'est arrivé, c'est le travail. Bien sûr. C'est les prises de risques, c'est l'évolution, c'est le travail, retravail. C'est pas assez, pas encore un peu plus, tu peux faire mieux. C'est ça qui a fait que c'est arrivé derrière. Et après, même le fait juste de donner ce CD-là, c'est pas ça qui a fait directement que t'as été produit, que ta carrière elle a décollé ou quoi, pas du tout en réalité. Pas du tout. Non. Ça t'a juste permis justement d'avoir... Il m'a jamais rappelé après ce CD. Ouais. La fois d'après où j'ai vu Gad après cette rencontre, c'est genre 5 ans après. Et à ce moment-là, je joue déjà mon spectacle à l'Olympia tout seul. Ça aussi, c'est important de l'entendre. Pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui disent ma réussite dépend d'un tel ou d'un tel. Ou il faut qu'un tel ou un tel me rappelle. Ou si j'arrive à décrocher un tel ou un tel casting, alors ça va le faire. Ou cette rencontre peut changer ma vie. Moi, je vais être très cash, les amis. Il y a des gens qui sont très importants. Je n'en serais pas arrivé là sans toute une équipe qui est absolument incroyable. Mais il n'y a personne qui a changé ma vie. Ma vie, elle est comme elle devait être. Alors, évidemment, mon associé, par exemple, Elisa, m'a permis de passer des steps que j'aurais peut-être jamais passé, ou peut-être que je les aurais passés beaucoup plus tard, tu vois. Mais il n'y a pas une rencontre où je me suis dit, ah, c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Non, mais c'est le travail à la Que fin. le taf. Il n'y a que ça. Il y a deux choses pour moi. Il y a la volonté, tu vois, rêve-le, projette-le, rêve-le. Tu vois, moi, plein de fois, je me suis dit, mon film, il va cartonner là. Là, il va cartonner ce film. Ce film, il va cartonner. Ce film va cartonner. Je l'écris à la main, je l'écris sur le téléphone, j'écris. Vraiment, je te dis, je fais des affirmations. Projette, ouais. Je projette. Je le dis, je le projette, j'en suis sûr. Regarde, je te le dis. Je suis pas en train d'en douter là. Ça va cartonner. Ok? Et plein de fois, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. Ça, c'est la volonté. Et après, il y a le travail. Bien sûr. Et c'est le mix des deux qui fait que. Mais jamais que la volonté, ça va te servir. Et d'ailleurs, que le travail, c'est assez fade. Tu vois? C'est le mix des deux qui est magique. Et ça, cette anecdote-là, en réalité, moi, je trouve ça... C'est pour ça que je voulais en parler directement avec elle, parce que je trouve que ça rebondit vachement sur toi, l'anecdote avec Jamie Foxx, tu vois, où très souvent, il y a des personnes, on peut entendre, même sur les réseaux, on peut voir dans des commentaires, ou quoi, pas mal de messages par rapport à ça, où c'est ça qui a complètement changé ta vie ou quoi. Et pour, justement, que tu l'aies déjà raconté un petit peu sur le podcast ou quoi, c'est vrai que t'as un peu une anecdote similaire où tu l'as rencontré, il y a eu un impact sur ta vie, mais en réalité, t'as pas directement du tout travaillé avec lui. Ça, bien sûr. Des années après, en fait. Jamie, ça a changé indirectement ma vie. Pas directement, mais indirectement, ça a changé tout le cours de ma vie. Mais
Mais à la fin, c'est bien sûr, ça a été le travail et moi-même qui a fait. Ouais, tu t'es proche, je crois, dans ton restaurant. Bien sûr, et des années plus tard. Et au final, Jamie, on a commencé à travailler ensemble. Je le connais depuis que j'ai, je sais pas, ça fait à peu près 16 ans que je le connais. On a commencé à bosser ensemble il y a peut-être 4 ans. 3-4 ans. Pendant 10-12 ans, c'était que de l'amitié, quoi, tu vois. Aujourd'hui, c'est mon frère, c'est un de mes meilleurs amis, tu vois, mais on a créé des amitiés, ça m'a beaucoup aidé dans mon personal branding, dans le networking que j'ai pu faire, mais indirectement. Et qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu as pu réussir à créer des amitiés vraiment qui sont fortes, qui sont sincères avec des personnes comme ça, qui de base ne se mélangent pas avec d'autres personnes qui ne font pas déjà partie de leur cercle, tu vois? Parce que je pense que les gens similaires se retrouvent. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement méfiant, j'ai confiance en personne. Et je pense que des gens connus ou voilà, qui ont réussi dans leur milieu, c'est un peu similaire, tu vois. Ils ont confiance pas beaucoup de gens, ils ont toujours beaucoup d'opportunités, beaucoup de demandes. Et moi, j'ai toujours pris ça avec du recul. J'ai jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Même quand on me demandait des choses, je l'ai toujours fait parce que voilà. À part de porter le plus important. À part de porter le plus important, ça c'est la base, mais t'as pas voulu, c'est pas grave. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai jamais demandé quoi que ce soit. Donc je pense que une relation, tu vois, qu'elle soit amicale ou amoureuse, c'est un truc qui se travaille sur du long terme. Et il faut pas. Les gens pensent que tu rencontres quelqu'un, tu vas tout de suite lui demander quelque chose. Moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai fait ma vie, j'ai fait mon chemin, j'ai travaillé par moi-même. Et après, effectivement, je me suis entouré de tous ces gens. Mais ça a été vraiment, 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 vraiment sur le tas. Parce que les gens aussi, ils ont besoin aussi de voir si tu brilles par toi-même. Tu vois, c'est important. Et même pour toi, pour ton ego, pour toi-même, c'est bien aussi est-ce que tu y arrives par toi-même ou est-ce que c'est grâce aux gens? Mais je pense que c'est un mix de tout et à la fin, il ne faut pas cracher dans la soupe. Bien sûr, moi, j'ai énormément de gens que j'ai rencontrés grâce à Jamie ou d'autres personnes, tu vois. Mais je m'en suis toujours servi à bon escient et sur le tard. J'ai toujours créé des relations avec ces gens. J'ai jamais rencontré quelqu'un et demandé quelque chose. Franchement, ça m'est jamais arrivé. Donc, et c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que les gens, la plupart du temps, quand ils rencontrent quelqu'un, ils veulent tout de suite lui demander quelque chose. Ouais, tu vois. On parlait même sur la photo, quand quelqu'un qui arrive, il te demande direct une photo, ça se trouve de parler avec toi et ça se trouve même vous aurez pu fitter en fait humainement ou quoi, il y aurait pu se passer peut-être quelque chose ou quoi. La personne elle arrive directement, elle veut te demander quelque chose et du coup ça. Moi je pense que demander une photo c'est la consécration quand tu deviens ami avec quelqu'un. Moi sur mes réseaux par exemple, effectivement je suis en photo avec plein de gens connus, enfin plein, pas tant que ça au final. Ce sont mes amis. Tu vois, c'est-à-dire que même avec Jamie, j'ai rencontré sans prétention toutes les stars sur la planète. 100%. N'importe lesquelles. D'une Beyoncé à qui tu veux. J'ai jamais fait de photo avec. J'en ai, mais je les poste pas. Parce que ça fait fan, tu vois. Et voilà, moi je parle pour moi. Je te parle pas pour quelqu'un qui aime ce que tu fais et qui demande une photo. Je parle pour moi, je parle vraiment de mon expérience à moi. Et au final, les gens que je vais poster, c'est des gens avec qui je partage des moments, avec qui je pars en vacances, avec qui je vais au resto, avec qui on passe Noël ensemble. Ça reste vraiment mes amis. Après, j'ai plein de photos, mais que je ne poste pas. Je préfère échanger avec quelqu'un. Et si demain, on a ce cap de, voilà, on est amis, là, effectivement, je peux poster. Mais voilà, je fais toujours la distinction et je préfère 100 fois un échange avec quelqu'un, savoir comment il a fait, c'est quoi ses projets. Tu vois, genre, même moi, à un certain niveau, j'aime me demander des conseils parce que tu en apprends tous les jours, quoi qu'il arrive. Et mais voilà, enfin, pour moi, c'est un petit peu. Créer des relations sincères avec la personne, s'intéresser à elle. Mais ce que je dis à chaque fois, un petit message pour Noël, un petit message pour le jour de l'an, tu vois, genre un anniversaire. Maintenant, avec les réseaux, tu peux synchroniser tout. Moi, je sais exactement, c'est quand. Même toi, je t'ai envoyé 40 fois ton anniversaire, ou Noël, ou les fêtes. Enfin, tu vois. C'est vrai. Parce qu'en fait, déjà, c'est gratuit, un message. Et tu peux pas. Là, quand je lui demande de faire le podcast, comme il dit, que ce soit lui ou d'autres personnes ultra connues qu'on a eues et qu'on va avoir, en général, tu passes par des agents, des trucs. Là, quand j'appelle n'importe quelle personne, je suis en direct, je passe par aucun agent. Mais parce que ça fait quelques temps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on se connaît, et aussi, tu prends des nouvelles durant l'année, tu envoies un petit message. C'est pas comme si, au bout de 5 ans, tu l'appelles, au fait, j'ai un podcast, tu viens. Non, c'est que pendant... Et tu entretiens des relations. Mais j'ai pas entretenu des relations en me disant, un jour, je vais faire ci ou je vais faire ça. Parce qu'au final, il y en a plein de gens que je m'en sers jamais. Enfin, je me sers pas de mes contacts, tu vois, ça reste que de l'amitié. Mais je pense que quand tu entretiens des bonnes relations avec quelqu'un et que tu n'as pas une mauvaise image, parce que l'image, on n'en parle pas assez, mais c'est extrêmement important, et c'est beaucoup plus facile de faire des choses. Effectivement, quand tu appelles quelqu'un pour lui demander quelque chose, même Kev, il m'a répondu dans les 5 minutes, quoi, tu vois. Ouais. Donc après, il faut trouver une date, etc. Parce qu'on s'adapte. Mais je pense que quand tu entretiens des relations, tu peux demander ce que tu veux à qui tu veux.
À partir Ouais. du moment où c'est sincère et c'est sur Dans la limite du respect Dans la limite du respect et du raisonnable. et de la légalité. Et ouais. T'as dit ça en mode. Ça n'a pas toujours été le cas, t'as déjà eu des. Non, si, bien sûr. Non, mais c'est pour C'est un peu de éclairer. second degré dans cette interview, dans ce podcast. C'est un talk. Un peu de second degré dans ce talk. On s'y sent bien ici, hein. C'est sympa. Ça va, Ouais, c'est cool. Ouais, j'en mets à part. Ouais. Vraiment cool. J'ai ici et j'ai au 4e aussi. C'est vachement bien. Ouais. Et tu loues d'habitude? Celui-là, en fait, c'est un appartement de base qui est entièrement meublé et je laisse à tous mes potes quand ils sont à Paris. Tu sais, bah, après, on revient encore à ça, c'est-à-dire que quand les gens, tu vois, tu vas dans un pays, ils t'aident, enfin, tu vois, ils t'aident, ils t'accueillent et voilà, ils te font kiffer quand à leur retour, ils viennent à Paris, t'essaies de les faire kiffer aussi, tu vois. Et quand on parle de relation, c'est aussi ça, tu vois. T'attends rien en retour, mais c'est normal. T'as un truc, tu le passes, tu vois. Donc ouais, j'ai plein de gens connus qui sont restés ici. franchement, ouais, parce que t'as la chambre derrière et t'es hyper bien placé. Ah ouais. T'es hyper bien placé. Donc franchement, au final, tu vas dans un hôtel, t'es pas mieux qu'ici, hein, tu vois. T'es juste derrière. Et... Donc ouais, non, donc du coup, j'ai toujours regardé. Et non, celui du 4e, ouais, il est loué. Et celui-là, non, je l'ai toujours gardé comme ça, quoi. C'est énorme. Ouais. C'est dans l'IMO aussi, Kevin? Ouais. T'as commencé quand? Il y a quelques années, mon père a fait de l'immobilier longtemps, il continue d'en faire encore aujourd'hui. Mon frère s'y intéresse. Je trouve ça très très intéressant. Il y a un côté un peu Monopoly de la vraie vie qui Ouais. est très kiffant, quoi. Mais après, j'en fais pas tant que ça. Hein. Franchement, c'est. Tu sais quoi? T'as fait quoi C'est par exemple, petit. ce type d'opération? Bah non, mais j'ai acheté par exemple quelques appartements, quelques studios. Voilà, ça s'arrête là. C'est assez sobre comme. C'est pas une histoire de ouf, quoi. Ouais. Plus c'est sûr d'en être un petit peu à côté directement. Ouais, c'est sécurisé. d'investir un peu de l'argent sur des logements, tu vois, faire de la location, c'est plutôt, je pense, un investissement assez safe en fait. Ouais. Genre l'immobilier à fond. Dans le sens où on est toujours plus de gens sur cette planète, tu auras toujours besoin de loger tout le monde, en tout cas de faire le maximum pour. Et donc, t'as la chance d'avoir des endroits, c'est cool. Mais voilà, c'est pas non plus. Je suis pas en passion immobilier, quoi. Ouais. Pas comme. Moi, je suis pas un passionné d'immobilier. Hein. Ah ouais, t'en fais quand même. Et j'en fais beaucoup parce que, voilà, je le redis à chaque fois, pour moi, c'est le business le plus safe, quoi, tu vois. C'est le business le plus safe et c'est un dénominateur commun entre tous les gens. On en revient encore une fois, mais j'ai rien inventé, qui ont réussi. Tu prends n'importe quel mec qui a réussi, il fait de l'IMO à côté. Et tu prends même les plus grosses fortunes, que ce soit McDo, LVMH, au final, tu te rends compte que leur valorisation, elle est beaucoup sur la partie IMO. Elle y est, effectivement, tu capitalises en opérant en day-to-day. Voilà, parce que ça reste des affaires qui crachent. Mais en vrai, là où ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent et où ils font un écart, c'est sur la partie IMO. Donc ouais, moi, j'en fais toujours, mais c'est pas ce sur quoi je communique énormément, malgré que j'en fais énormément. Et pour moi, c'est un truc hyper safe, quoi. Tu fais de l'argent, tu sais pas quoi faire, fais de l'IMO. Mais je le dis à chaque fois. Ouais. Peu importe ce que tu fais de l'IMO. Et peu importe, tu vends des tasses, tu vends des tapis, t'as un peu d'oseille, tu sais pas quoi faire. Ok, va dans l'IMO. Tu sais pas faire de crypto, tu sais pas faire. Ouais. Va dans l'IMO, en fait, c'est un truc simple. Et ça, c'est un truc, ma mère me disait toujours, elle m'a toujours dit, moi, je suis pas du tout une femme d'affaires, mais si un jour j'avais de l'argent ou si je faisais un truc, bah, je ferais de l'immobilier. Pourquoi? Parce que en fait, même si t'as pas beaucoup de notions, comme tu dis, t'achètes un appart, tu le laisses dormir, tu vas prendre de la valeur quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, c'est un truc, après, t'as différents types d'IMO, mais en tout cas, je pense que c'est adapté à n'importe quelle personne. Et puis, on peut commencer par une place de parking ou n'importe quoi. Complètement, par un petit truc. Ouais. Par un petit truc, on n'est pas obligé de commencer par C'est d'ailleurs plutôt conseillé de commencer par un petit truc. Moi, là-bas, j'ai racheté la studette dans laquelle je vivais. Ok. Donc, je vivais dans 9 mètres carrés, qui est la chambre de service, en fait, qui était à côté de l'appart familial. Et j'ai acheté cette chambre de service. Tu l'as encore? Énormément de fierté, bien sûr. J'y ai vécu pendant 5 ans. Et après, je l'ai loué. Voilà. C'est bien, mon entrée dans le monde de l'immobilier. Une entrée fracassante, je crois, on peut le dire. Vas-y, bon, on va finir juste avec un petit jeu directement, si c'est good pour toi. Avec Donc, plaisir. On va prendre différents sujets. Et à chaque fois, je vais vous les énoncer. Vous devrez me dire si jamais c'est important ou pas important pour vous et pourquoi. J'adore. Let's go. C'est le jeu, c'est important ou pas important? Normalement, on le dit en anglais, on le fait en anglais, mais bon, on va faire en français. Important or not important? Ouais. C'est exactement ça. Ne compter sur personne. Important ou pas important? C'est pas facile parce que je crois qu'il faut réussir. Enfin, il faut construire sa réussite tout seul, mais il faut pas être trop égoïste non plus.
Compter sur les autres, c'est aussi une forme de générosité, c'est aussi une forme d'ouverture. Non, je dirais que c'est important de compter au contraire un peu, d'avoir des gens autour de toi sur qui tu peux compter. J'ai déformé un peu ta question, mais t'es arrivé à une conclusion qui mélange. Toi, Théo ? Pour moi, c'est pas important parce que je pense qu'il faut compter sur soi-même. Mais après, effectivement, tu ne peux pas y arriver par toi-même, enfin tout seul à un moment. J'ai une question. Taylor, tu fais chaque podcast, tu discutes avec l'invité. Ouais. Tu l'as jamais fait ce jeu déjà ? Si. Ah. Mais pas sur ces questions-là. Pas sur ces questions. À chaque fois, c'est une nouvelle question. C'est énorme. C'est la seule nouvelle question. Mais donc oui, alors. C'est drôle que ce soit à chaque fois les mêmes et lui. Non, il fait à chaque fois. Non, mais non. Bah voilà, moi je pense qu'il faut compter sur soi-même parce qu'à la fin, il y a vraiment c'est une infime partie de gens qui vont t'aider, qui vont te pousser, et qui vont. Donc voilà, moi mais c'est vrai que tout seul à la fin c'est très compliqué. Moi je délègue énormément, je suis énormément entouré et c'est voilà, mais c'est vrai que je pars du principe toujours de pas compter sur les autres et après bon bah j'espère qu'ils font partie de l'aventure, mais donc voilà, c'est un peu une question un peu compliquée. Mélanger pro et perso. Voilà. Important ou pas important ? Non, surtout pas. C'est pas important ça, il faut pas. Toi, tu travailles avec ta mère directement. Oui, mais c'est vrai. C'est un contre-exemple très bon, mais je crois que le pro, le perso, fais attention. Faut être prudent. Ma mère, c'est pas pareil, tu vois. Mais c'est la personne je sais qu'elle voudra toi, toujours. Ouais, bien sûr, mais je sais qu'elle voudra toujours le meilleur pour moi. Et encore, ça amène quand même des complications parfois, des histoires, des embrouilles, parce que et pourtant Dieu sait que ça se passe très très bien. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'il faut pas que ça vienne perturber les relations perso que t'apprécies. Tu vois, les gens que t'apprécies vraiment dans la vie. C'est très bizarre parce que ça veut dire que j'apprécie pas vraiment ma mère, mais j'ai des paramètres. Tu vois, je pense qu'il faut les protéger du professionnel un petit peu. Ma mère, elle est avec moi là-dedans depuis des années, donc je sais que ça se passe bien et qu'il n'y a pas de problème, mais je pense qu'effectivement, faut arriver au maximum à séparer les deux. T'en penses quoi ? Bah c'est important de séparer les deux, mais c'est vrai que pareil, je suis un contre-exemple parce que la plupart des gens avec qui je travaille, avec qui j'ai toutes mes boîtes et avec qui je travaille au quotidien, c'est des amis, Et effectivement, sur la partie mot restauration, j'ai mon beau-frère qui est associé avec moi, donc c'est compliqué parce que voilà, travailler avec sa famille ou ses amis, c'est un mariage. C'est plus facile à dire qu'à faire, on va dire. Ouais. Mais bon, voilà, c'est propre à chacun. Je pense qu'il faut si t'es bien dans ce setup-là, faut le garder, tu vois. Faut pas changer parce que c'est ta mère ou ton père ou ta sœur ou tu vois. Si le setup il est bon, vas-y. Après, je pense qu'il faut se créer son setup et s'il est bien comme ça, faut le garder comme ça. Être drôle, important. Ouais, c'est important. Sinon, on se fait chier dans la vie, franchement. C'est trop important. Ouais, c'est important en privé, dans le pro, bon, c'est un peu différent, ça dépend de tes secteurs. Mais oui, au final, si tu ris pas, que t'es pas avec les gens que t'aimes et que t'es pas heureux, ta vie c'est de la merde, hein, on va pas se mentir, hein, clairement. Ah oui. Être heureux, être bien dans l'instant présent, c'est le plus important. Être heureux, moi c'est ça que je cultive. Comment être heureux ? Comment être heureux à chaque moment, à chaque instant ? Personne va le faire à ta place. Tu sais, il y a des gens ils te disent j'attends ça, après je serai heureux. Ou ça, ou si ça va venir. Moi, je te dis un truc, c'est il y a que toi qui peux cultiver ton propre bonheur, il y a que toi qui peux aller et atteindre ce bonheur-là. Et pour l'atteindre, bah ça dépend. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup, d'autres qui ont besoin de peu, d'autres que le chemin fascine. Moi, je sais que ce qui me fascine dans la vie, c'est le chemin. Moi, je sais que même si j'arrive à accomplir l'intégralité de mes rêves, je vais toujours t'en inventer un autre parce que le chemin, tu vois, la mission impossible m'intéresse à fond. Donc voilà. Je crois que la bonne question à se poser, qu'on se pose trop rarement dans la vie, c'est comment je vais être heureux. Si c'est se marier, faire des enfants, merveilleux. Si c'est monter ta propre boîte, merveilleux. Tu vois, mais je pense qu'il faut tout donner, tout tenter pour être heureux, quoi. C'est ça qui est important. Une bonne note de fin. J'ai une question, normalement je pose pas de questions, mais j'aime bien la poser dernièrement là, à mes amis. Est-ce que, là où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu as visualisé où tu allais en être, enfin où tu es aujourd'hui, mais il y a par exemple 10 ou 15 ans ou 20 ans. Donc tu savais exactement. Non, mais c'est important. Et j'adore poser cette question. Non, je savais pas. Il y a une nuance entre visualiser et savoir. Non, mais est-ce que tu as visualisé, par exemple, quand tu avais 10, 15 ans, peu importe, est-ce que tu as visualisé toi aujourd'hui en réussissant et en étant à l'affiche de 40 milliards de films et de trucs? Après, visualiser, c'est toujours flou. Je visualisais pas exactement là où je suis aujourd'hui. Mais oui. Quand j'avais 15 ans, je me posais devant le miroir et je disais ouais, les photos pour vous, ouais, photos, ouais, un petit autographe, ouais, bien sûr, avec plaisir.
ça s'appelle se projeter, visualiser, le voir, tu vois. Ouais, non, mais C'est la même chose que quand tout à l'heure je te dis, dès que j'ai un film qui sort, je me dis il va marcher. Ok. Ça va cartonner, ça va marcher. Conditionne. Ça va marcher. Et parfois ça marche pas. C'est pas mais grave. Ce que je veux dire, c'est que visualiser les choses, c'est trop important. Tu vois, c'est se projeter. Après, est-ce qu'elles vont arriver exactement comme tu les as visualisées ? Bien sûr. Certainement pas. Mais c'est fou, non, cette question m'intéresse énormément parce que moi, j'ai pas visualisé vraiment ma vie. Je savais que je voulais faire quelque chose de différent, mais quand tu prends vraiment, c'est un truc commun chez 100% des gens qui ont réussi. Ils ont tous visualisé. En fait, j'ai pas encore eu quelqu'un, même hors caméra, avec qui je parle, qui n'a pas visualisé sa vie. Parce que c'est des métiers qui sont trop compliqués à faire si t'as pas une. Mais dans n'importe quel, mais détermination le pire, c'est dans n'importe quel métier. C'est en fait le mec qui a réussi. Parce que tu prends même un Jérôme, tu vois, ou même, tu vois, on parle d'un mec qui a une des 20 silicones françaises qui pèse plus d'1 milliard. Et lui, ou même des potes à moi aux États-Unis, peu importe. Et effectivement, tu vois, ils ont toujours pas exactement, mais visualisé leur vie et projeté. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une visualisation de loin. Ouais. T'as pas les détails. Ouais, Tu vois ce que je mais veux c'est dire important parce que enfin, même moi, tu vois, et je le dis, j'ai jamais vraiment visualisé là où j'allais être. Tu vois, parce que tout ce que j'ai prévu dans ma vie ne s'est pas passé, et à l'inverse, tout ce que je n'ai pas prévu s'est passé. Je suis un cas un peu particulier, mais c'est vrai que quand tu prends tous les gens, ils ont vraiment visualisé, pas au détail près, mais et c'est pour ça que je te pose cette question, parce que du bas, je pose pas de questions. Attends, mais, tu devrais appeler ce talk visualisé. Ouais. C'est le talk visualisé. Fais les t-shirts visualisés. Putain, Taylor, je t'ai connu plus dans le business que ça. Tu sais, à la base, l'important, c'était, je l'avais fait comme, enfin, c'était un mot que j'utilisais. Hein. C'est vrai. Rien de fou, hein, que je mettais sur tous mes posts. Mais c'est marrant. Faudrait que tu le déposes dans le langage. Bah, c'est bon, c'est Ça, chaque fois que les gens ils disent c'est important, faut que je fasse mes courses. Clac, tu prends le. J'aimerais bien. Bon, déjà, c'est déposé. Mais dans le langage, ouais, comme dans le film Demolition Man, tu sais, quand il dit un truc, tu reçois une amende parce que tu as utilisé un mot. Là, peut-être dans 20 ou 30 ans. C'est un mot qui serait rentable, hein. Ouais, c'est un mot que tout le monde l'utilise. Et en plus, c'est en français et en anglais, donc ça marche. Mais ok, frérot, merci en tout cas. Merci beaucoup pour ton temps. Merci les gars de m'avoir reçu et c'était un plaisir de partager ce moment avec vous et longue vie à tous ceux qui regarderont ce talk. On leur souhaite la réussite. Et de vivre dans le moment présent. Et d'être heureux. Merci. Ce qui est important, c'est combien de fois vous allez remonter après tomber. C'est tout ce qui compte. If one thing or